Gérald Godin, printemps 1963, nous sommes en pleine campagne électorale. Des élections générales au niveau fédéral ont été déclenchées par le gouvernement sortant de M. Diefenbaker. Une première bombe explose le 7 mars 1963. Quels sont les auteurs et pourquoi cette bombe et les bombes qui ont suivi? À l'époque, c'est le groupe Udon Schroeter, ce ne sont peut-être pas les chefs, mais c'est les plus connus. Udon Schroeter qui lance le mouvement et l'objectif est très simple, c'est de faire sauter les symboles du colonialisme. Le groupe Udon Schroeter est un groupe qui prétend avoir atteint son objectif. Qui était? Qui était de faire connaître au reste du monde l'acuité du problème du Québec. Problème qu'eux appelaient colonial à l'époque. Ouais. Mais ils sont tous coffrés par la police sur une dénonciation de Jean-Jacques Lancio, qui est toujours recherché par d'autres groupes FLQistes d'ailleurs. Et tout le monde se détend, la crise est passée. Tout d'un coup, un an plus tard, un coup magistral d'un strict point de vue technique, c'est le manège militaire des fusiliers Mont-Royal sur la rue L'avenue des Pins. Avenue des Pins au coin de Saint-Denis, qui est raidé, et là, un camion ou deux camions partent pleins d'armes, de munitions, etc., pour mettre sur pied une sorte d'armée révolutionnaire. L'objectif ici, c'était de créer une armée révolutionnaire. L'objectif à ce moment-là était de passer à l'action directe, en attaquant des manèges militaires, en attaquant des banques pour ramasser de l'argent. Un front, quoi, armé. C'était ça qui était l'objectif du deuxième mouvement du FLQ, dirigé par Shir McGuinnett, qui d'ailleurs se font prendre en faisant un autre raid à International Firearms quelques temps plus tard. Et ils sont maintenant au nombre d'ailleurs des 21 prisonniers que le FLQ veut faire libérer. Ils sont donc tous coffrés encore une fois. Et encore une fois, les gens respirent à l'aise et se disent c'est fini. Quand en 66, les bombes reprennent, mais cette fois-là, les bombes ont une connotation syndicale. Les bombes explosent là où il y a des grèves, là où il y a des conflits syndicaux. Dominion Textiles à Saint-Henri et la plus grave, La Grenade, la manufacture de chaussures La Grenade. L'explosion devait coûter la vie à Mlle Thérèse Morin. Thérèse Morin. Et également à Dominion Textiles, un jeune terroriste, Jean Corbeau, saute avec sa bombe en la plaçant dans la voiture d'un membre de la compagnie, je pense. Mais là, ce qui est différent, c'est qu'il y a des textes. Il y a beaucoup de textes parce que le groupe Felkis publiait La Cognée à ce moment-là, qui est devenu l'avant-garde après. Et dans ces textes-là, ce qu'on retrouve, c'est une volonté de politiser les syndiqués et de faire la révolution par tout le prolétariat, c'est-à-dire toute la classe ouvrière. Et ça, c'est la pensée fondamentale de Pierre Vallière à l'époque, c'était que la classe ouvrière doit faire la révolution de façon à ce que chaque individu qui vient au monde au Québec, de quelque origine sociale qu'il soit, puisse avoir la chance de se réaliser pleinement. Et ça, c'est un objectif qui est également celui de Pierre Vadeboncoeur, mais qui prend d'autres moyens pour le parvenir. C'est un objectif qui est individualistique ou individualiste, c'est-à-dire qui est très généreux au départ. Mais quand même, 65, 66, le FLQ cherche à se donner une base dans les milieux syndiqués. Oui. Et en 66, là encore, les gens sont coffrés. Enfin, en 66, encore, les gens sont coffrés. Et ils sont tous coffrés. Et les deux derniers à être coffrés, c'est Vallière et Gagnon, au moment où ils se livrent littéralement à la police aux Nations Unies. Maintenant, on se retrouve un peu plus tard, en tout 60... arrête, et en 67, 68, en 68, 69, en fait, tout d'un coup, les bombes recommencent, et là, ça explose partout. Ça explose, semble-t-il, sans plan précis. Ça explose chez Eaton, ça explose à la bourse, ça explose au bureau de l'impôt, et il n'y a aucun texte, aucune explication qui est donnée. C'est une sorte de conscience aveugle, qui se veut une conscience collective, qui frappe et qui laisse au public le soin de tirer ses propres conclusions. C'est l'équivalent un peu du groupe Stern qui a fait la même chose en Israël avant la libération d'Israël. Alors ça, c'est l'anarchisme ou le terrorisme absolument à l'état pur. Sans justification écrite, sans texte, pour qu'on puisse le comprendre. Sans aucune explication. Et d'ailleurs, Geoffroy, qui est
le seul coffré ou le chef est un homme très jeune qui refuse, semble-t-il, d'écrire pour justifier ou pour expliquer ou pour démontrer ce qu'il voulait faire. Et maintenant, c'est l'automne 1970. Les différences, alors, avec ce que nous connaissons, là, Maintenant, à l'automne 70, ce qui est fondamental comme différence, c'est une volonté très nette de parler au peuple. Et ça, on trouve ça dans une des conditions qui est de faire lire le manifeste à Radio-Canada et de le faire publier dans tous les journaux. il y a une volonté arrêtée là, de communiquer avec les gens. De communiquer et de dire pourquoi on le fait. Et d'ailleurs, le manifeste est rédigé de façon très habile, de sorte que, de façon très politique, hautement politisée, de sorte que tout le monde peut se sentir concerné par l'action du FLQ. Et d'ailleurs, les émissions téléphoniques le prouvent. Beaucoup de gens se sentent concernés par l'action du FLQ et c'est ça qui est nouveau. Il semble que le mouvement actuel sort le FLQ de son ghetto social. Et ça, c'est fondamental et c'est nouveau et c'est ce qui va peut-être changer l'attitude politique de nos hommes d'État au Canada.